Connaissez-vous ce sentiment? Vous avez semé des graines avec soin et patience. Les premières pointes vertes sortent de terre. Mais voilà que cela arrive. Vos semis deviennent longs, fins et faibles. Ils filent vers le haut au lieu de développer une tige épaisse et robuste. Frustrant, n'est-ce pas? Et si je vous disais qu'il existe un secret de jardinage presque gratuit, un ingrédient unique qui fait s'épaissir vos semis sous vos yeux et développer un système racinaire qui explose littéralement? Dans cette vidéo, je vais non seulement vous montrer quel est cet ingrédient miracle, mais aussi comment l'utiliser pour faire pousser les jeunes plants les plus vigoureux et les plus sains de votre vie. Restez à l'écoute, cela va changer votre culture de plantes pour toujours. Avant de plonger dans le secret de la superfertilisation, comprenons brièvement pourquoi les semis ont besoin d'un traitement si particulier. Imaginez un semis comme un bébé humain. Il est minuscule, vulnérable et a des besoins très spécifiques. Dans la toute première phase de sa vie, il se nourrit d'une boîte à lunch intégrée, les nutriments stockés dans la graine elle-même. Mais cela ne suffit que pour démarrer. Dès que les premières vraies feuilles apparaissent, cette boîte à lunch est vide. La plante doit maintenant commencer à se débrouiller seule. Mais son système racinaire est encore minuscule et délicat. Si vous lui donnez le mauvais engrais ou une trop grande quantité, c'est comme servir un steak géant à un bébé. Il ne peut pas le digérer et tombera malade. Le résultat, ce sont des racines brûlées, une croissance rabougrie ou l'étiolement tant redouté, où la plante devient longue et fine. Notre objectif est donc de trouver une nourriture douce, mais extrêmement efficace, une sorte de super-aliment pour bébé pour nos plantes. Le moment absolument crucial pour commencer à fertiliser vos semis délicats est un sujet qui mène souvent à la confusion et à des erreurs coûteuses. Beaucoup de jardiniers ambitieux font l'erreur, par pure impatience et désir de croissance rapide, de fertiliser beaucoup trop tôt. Ils voient la petite pousse verte qui vient de s'extraire du sol et pensent qu'elle a immédiatement besoin d'un apport nutritif. C'est pourtant une idée fausse fatale, qui nuit à la jeune plante plus qu'elle ne l'aide. La nature a prévu ici un système ingénieux. Les cotylédons. Ce sont les toutes premières feuilles qui se déploient. Elles ont souvent un aspect différent des vraies feuilles ultérieures de la plante. Ces cotylédons ne servent pas principalement à la photosynthèse, mais agissent comme un panier repas pour le semis. La graine elle-même contient tous les nutriments nécessaires pour permettre à la plante de traverser la première phase critique de sa vie. L'énergie de cette réserve stockée permet à la racine de s'ancrer et à la tige d'atteindre la lumière. Si vous fertilisez de l'extérieur à ce stade, vous saturez le système racinaire délicat, qui n'est pas encore capable d'absorber efficacement ces nutriments supplémentaires. Cela peut entraîner des brûlures racinaires et dérégler tout le système. Attendez donc absolument que la plante ait complètement déployé ses cotylédons et que la première paire de vraies feuilles soit clairement visible. Ces vraies feuilles sont le signal. Je suis maintenant prête pour la photosynthèse et je peux transformer les nutriments externes. Ce point marque la transition entre l'autosuffisance et le besoin d'une fertilisation externe, et c'est le signal de départ de notre méthode miracle. Penchons-nous maintenant plus en détail sur le pourquoi de la fertilisation. De quoi un semis a-t-il exactement besoin après que son paquet nutritif inné a été utilisé? La réponse réside dans les 3 mousquetaires de la nutrition végétale. N, P et K. Cela signifie azote, phosphore et potassium. Imaginez l'azote, N, comme le shake protéiné de votre plante. C'est l'élément de base principal pour toutes les parties vertes, les feuilles et la tige. Un manque d'azote entraîne des feuilles pâles, jaunâtres et une croissance faible. Le phosphore, P, est le fournisseur d'énergie et l'architecte du système racinaire. C'est comme les fondations d'une maison. Sans assez de phosphore, la plante ne peut pas construire un réseau racinaire solide et étendu, essentiel pour absorber l'eau et les nutriments.
Il joue également un rôle crucial dans la formation des fleurs et des fruits. Le potassium, K, est l'entraîneur personnel et le garde du corps de la plante. Il régule le bilan hydrique, renforce les tissus végétaux et rend la plante plus résistante aux maladies, aux parasites et aux facteurs de stress comme la sécheresse ou le froid. Alors que les engrais commerciaux contiennent souvent ces trois macronutriments en concentration élevée, les semis ont besoin d'un mélange beaucoup plus doux et équilibré, qui comprend également une abondance de micronutriments comme le fer, le manganèse et le zinc. Notre ingrédient secret fournit exactement cela. Un repas doux mais complet, parfaitement adapté aux besoins des bébés plantes, fournissant tous les éléments de base pour une croissance explosive et saine, sans risque de surdosage. Le moment est venu de révéler le grand secret. L'ingrédient unique qui transformera vos semis est modeste, incroyablement bon marché, et vous l'avez peut-être déjà chez vous. C'est la levure de boulanger ordinaire. Oui, vous avez bien entendu. La même levure sèche ou levure fraîche que vous utilisez pour faire du pain ou des gâteaux. Cela peut paraître étrange au premier abord, mais l'explication scientifique qui se cache derrière est absolument fascinante et logique. La levure n'est pas une substance chimique, mais un organisme vivant, un champignon unicellulaire. Ces champignons minuscules sont de véritables bioréacteurs. Lorsqu'ils sont activés, ils produisent une incroyable variété de substances qui sont de l'or pur pour les plantes. Celles-ci incluent des hormones de croissance comme les auxines et les cytokinines, qui stimulent directement la division cellulaire et donc la croissance des racines et des feuilles. Ils produisent également une large gamme de vitamine B et d'acides aminés essentiels. Ces substances agissent comme un cocktail de vitamines pour la plante, renforçant son système immunitaire. Mais ce n'est pas tout. Les champignons de levure entrent en symbiose avec les micro-organismes bénéfiques vivant dans le sol. Ils nourrissent essentiellement ces microbes, ce qui conduit à une structure de sol améliorée et à une disponibilité accrue des nutriments déjà présents dans le sol. Essentiellement, avec une solution de levure, vous créez un environnement vivant et bioactif où vos semis ne sont pas seulement fertilisés, mais aussi soutenus de manière holistique. C'est le coup de pouce le plus naturel et le plus efficace que vous puissiez donner à vos plantes. Pour comprendre le véritable pouvoir de la levure, nous devons examiner de plus près son profil nutritionnel. C'est bien plus qu'un simple agent levant. La levure est un concentré de substances biologiquement actives que l'on trouve difficilement dans cette combinaison dans n'importe quel engrais commercial. En premier lieu se trouvent les phytohormones, ou hormones végétales. Les auxines, en particulier, sont cruciales ici. Les auxines sont les principaux régulateurs de la croissance des racines. Lorsqu'elles sont absorbées par la plante, elles envoient un signal aux extrémités des racines. Grandir, grandir, grandir. Cela conduit non seulement à l'allongement de la racine principale, mais, plus important encore, à la formation d'innombrables poils radiculaires et latéraux fins. Ce sont précisément ces poils radiculaires fins qui sont responsables de la majeure partie de l'absorption d'eau et de nutriments. Un semis doté d'un réseau dense de ces poils radiculaires peut exploiter le substrat beaucoup plus efficacement qu'un semis n'ayant que quelques racines principales épaisses. Ensuite, nous avons les cytokinines, qui stimulent la division cellulaire dans la partie supérieure de la plante, c'est-à-dire dans la pousse et les feuilles. Cela conduit à des tiges plus fortes et plus épaisses et à des feuilles plus grandes. La combinaison de l'auxine et de la cytokinine assure une croissance parfaitement équilibrée, forte en bas et forte en haut. De plus, la levure est l'une des sources naturelles les plus riches en vitamine B, notamment la thiamine, B1, la riboflavine, B2, la niacine, B3 et la biotine. Ces vitamines sont tout aussi importantes pour les plantes que pour nous, les humains. Elles fonctionnent comme des coenzymes dans d'innombrables processus métaboliques, aident à la conversion de l'énergie
et protègent la plante du stress. Si elles sont données directement à la plante, celle-ci n'a pas à les produire elle-même en dépensant de l'énergie. Et enfin, les acides aminés. La levure fournit tout un spectre d'acides aminés libres, les blocs de construction de base des protéines. La plante peut les absorber directement et les utiliser pour construire de nouveaux tissus. C'est comme donner à un culturiste des blocs de protéines finis, au lieu de simples matières premières. Cette combinaison unique fait de la levure un stimulateur de croissance naturelle imbattable. Passons à la pratique. La préparation de notre remède miracle est incroyablement simple, mais vous devez prêter attention à quelques détails pour obtenir un effet maximal. D'abord, la liste des ingrédients. Vous aurez besoin, premièrement, de 1 litre d'eau tiède. La température est cruciale ici. Elle ne doit pas être froide, car cela ralentit la levure, et absolument pas chaude, car des températures supérieures à 40 degrés Celsius tueraient les champignons de levure. Une température agréablement chaude au poignet est parfaite. Il est préférable d'utiliser de l'eau du robinet reposée, de l'eau de pluie ou de l'eau filtrée pour minimiser la teneur en chlore, qui peut nuire aux micro-organismes. Deuxièmement, 10 g de levure sèche ou environ 30 g de levure fraîche. Les deux fonctionnent à merveille. Troisièmement, 1 cuillère à soupe de sucre. Le sucre n'est pas directement destiné aux plantes, mais sert de nourriture à la levure. C'est le carburant qui lance le processus de fermentation et encourage les champignons de levure à produire toutes ces substances précieuses. Un grand verre, une bouteille en plastique ou un petit seau convient comme récipient. Tout ce qui contient au moins 1,5 litre à 2 litres, car le mélange peut mousser un peu pendant la fermentation. Un verre doseur et une cuillère, pour remuer, complètent notre équipement. La simplicité de cette liste montre déjà l'ingéniosité de la méthode. Pas de produits chimiques coûteux, pas d'appareils compliqués, juste des articles ménagers simples. Maintenant que nous avons tout le matériel, passons à la partie la plus excitante. Le mélange de notre booster de croissance bio. Ce processus est essentiellement un réveil contrôlé des cultures de levure dormantes. Prenez votre récipient et remplissez-le avec 1 litre d'eau tiède. Maintenant, dissolvez complètement la cuillère à soupe de sucre dans l'eau. Remuez jusqu'à ce qu'aucun cristal de sucre ne soit visible. Cette étape est importante pour que la levure ait un accès immédiat et uniforme à sa nourriture. Ce n'est qu'après cela que vous ajoutez les 10 g de levure sèche ou la levure fraîche émiettée. Remuez doucement le mélange, jusqu'à ce que la levure soit dissoute. Couvrez maintenant lâchement le récipient, par exemple, avec un linge ou un couvercle que vous posez simplement dessus, sans le visser fermement. C'est essentiel car du dioxyde de carbone est produit pendant le processus de fermentation et la pression doit pouvoir s'échapper. Placez le récipient dans un endroit chaud, mais pas brûlant, par exemple près d'un radiateur ou sur le rebord d'une fenêtre ensoleillée. Et maintenant, la magie commence. Laissez reposer le mélange pendant au moins 2 à 3 heures, mais idéalement pendant une demi-journée. Vous verrez des bulles se former à la surface et une légère odeur de pain se développer. C'est le signe que la levure est active et produit diligemment les substances favorisant la croissance que nous recherchons. Votre super solution nutritive est maintenant prête pour l'étape suivante. L'une des étapes les plus importantes et souvent sous-estimées de tout type de fertilisation, en particulier pour les semis, est la dilution correcte. Notre solution de levure fermentée et concentrée est extrêmement puissante. Si nous devions l'appliquer non diluée sur les plantes, ce serait un choc pour les racines délicates. La concentration de nutriments et de micro-organismes serait si élevée qu'elle pourrait modifier la pression osmotique dans le sol et éloigner l'eau des racines. Exactement le contraire de ce que nous voulons obtenir. C'est ce qu'on appelle la brûlure des racines. Pour éviter cela, nous devons diluer fortement notre solution mère. La règle d'or éprouvée est un rapport de mélange de 1 pour 5. Cela signifie, prenez une part de votre solution de levure préparée.
et mélangez-la avec 5 parts d'eau propre et tiède. Ainsi, par exemple, si vous prenez une tasse de solution de levure, ajoutez 5 tasses d'eau. Remuez bien le mélange. Le résultat est une solution nutritive douce, mais toujours très efficace, qui peut être parfaitement absorbée par les jeunes racines sans les saturer. Cette dilution garantit que les nutriments sont sous une forme que la plante peut immédiatement utiliser et que les micro-organismes bénéfiques peuvent se répartir de manière optimale dans le substrat. N'oubliez jamais, lors de la fertilisation des semis, moins c'est souvent mieux. Une application nutritive douce et régulière est bien plus efficace et sûre qu'une seule dose forte. Maintenant que notre solution nutritive est parfaitement diluée, la question se pose de la meilleure méthode d'application. Pour les semis, il existe une technique nettement supérieure. L'arrosage par le bas, également appelé sous-irrigation. Cette méthode présente plusieurs avantages inestimables. Premièrement, elle favorise une croissance racinaire profonde et vigoureuse. Lorsque l'eau est absorbée par le bas dans le sol, les racines doivent activement pousser vers le bas pour l'atteindre. Cela crée un réseau racinaire profond et stable, au lieu de racines faibles et superficielles qui peuvent au-delà se développer avec un arrosage par le haut. Deuxièmement, la couche supérieure du sol reste relativement sèche. C'est un facteur crucial pour prévenir les maladies fongiques comme la fonte des semis, qui prospèrent particulièrement dans des conditions de culture chaudes et humides. Les moucherons fongiques gênants, qui aiment pondre leurs œufs dans le sol de surface humide, sont également efficacement tenus à l'écart de cette manière. L'exécution est simple. Placez vos pots ou plateaux de semis dans un bac ou une soucoupe étanche plus grand. Maintenant, remplissez ce bac avec la solution de levure diluée sur une profondeur d'environ 1 à 2 cm. Laissez les pots reposer pendant environ 15 à 30 minutes. Le sol absorbera lentement l'eau par le bas via les trous de drainage. Vous saurez que le processus est terminé lorsque la surface du sol deviendra visiblement humide. Retirez ensuite les pots du bac et laissez l'excès d'eau bien s'écouler. Cette méthode garantit que toute la motte est uniformément humidifiée sans mouiller les tiges délicates des semis. Bien que l'arrosage par le bas soit la méthode préférée, il existe des situations où un arrosage doux par le haut est nécessaire ou plus pratique. Par exemple avec des plateaux de semis très peu profonds, sans pots individuels. Si vous choisissez cette méthode, la technique correcte est cruciale pour éviter d'endommager les semis délicats. L'erreur la plus courante consiste à utiliser un arrosoir dont le jet est trop puissant. Cela peut emporter la terre fine, exposer les racines sensibles et même casser les tiges fines. La meilleure solution consiste à utiliser une poire d'arrosage, une pomme d'arrosage très fine ou même une grande seringue ou une pipette pour des applications ciblées. L'objectif est d'appliquer l'eau ou la solution nutritive comme une pluie fine sur le sol, pas comme une averse. Arrosez toujours directement sur le sol et essayez de garder les feuilles et la tige aussi sèches que possible. Les feuilles mouillées, surtout pendant la nuit, peuvent être une porte d'entrée pour les maladies fongiques. Arrosez lentement et en plusieurs petites étapes pour que le sol ait le temps d'absorber le liquide, au lieu qu'il ne coule simplement sur les côtés du pot. Assurez-vous d'humidifier toute la motte, pas seulement la surface. Un bon indicateur est lorsqu'un peu d'eau s'écoule par les trous de drainage au fond du pot, après un court instant. Cette approche prudente protège vos semis et garantit que la précieuse solution de levure arrive exactement là où elle est nécessaire, aux racines. L'une des questions clés est bien sûr, à quelle fréquence faut-il appliquer cet engrais turbo? La réponse dépend du stade de développement de vos semis et des conditions environnementales, mais il existe une bonne ligne directrice générale. Commencez la première fertilisation, comme nous l'avons vu, après que la première paire de vraies feuilles est bien développée. Après cette application initiale, vous devriez faire une pause et observer les plantes. Habituellement, une application tous les 10 à 14 jours est parfaitement suffisante.
Fertiliser trop fréquemment, même avec cette solution douce, peut sursaturer le sol en micro-organismes et perturber son équilibre délicat. Un indicateur important que vous devriez surveiller est la couleur des feuilles. Un vert riche et sain indique que la plante est bien nourrie. Si les feuilles deviennent plus claires ou légèrement jaunâtres, cela peut être le signe d'une carence en nutriments et une autre dose d'engrais est appropriée. Un autre indice est la croissance. Si vous remarquez une poussée de croissance significative après la fertilisation, qui s'atténue ensuite lentement, c'est probablement le moment pour le tour suivant. Il vaut mieux pêcher par excès de prudence avec des applications moins fréquentes et donner une dose supplémentaire si nécessaire, plutôt que de surfertiliser dès le départ. N'oubliez pas que la fertilisation doit toujours être effectuée sur un sol légèrement humide, jamais sur un substrat complètement sec. L'arrosage d'un sol sec peut endommager les racines. Donc, si nécessaire, arrosez d'abord avec de l'eau claire et appliquez la solution nutritive un jour plus tard. La chose la plus excitante avec cette méthode, ce sont les résultats rapides et visibles. Vous n'avez pas besoin d'attendre des semaines pour voir un effet. Dans les 3 à 5 jours suivant la première application de la solution de levure, vous remarquerez des changements significatifs chez vos semis. La première chose que vous remarquerez est une intensification de la couleur des feuilles. Les feuilles prendront un vert plus profond et plus riche. C'est le résultat direct d'une meilleure absorption des nutriments, en particulier de l'azote et du magnésium, qui sont cruciaux pour la production de chlorophylle. La deuxième chose, et peut-être la plus impressionnante, est l'épaississement de la tige. Des tiges qui auraient pu être minces et un peu bancales auparavant deviendront visiblement plus épaisses, plus fermes et plus stables. Cela est dû à l'action des cytokinines, qui stimulent la division cellulaire et conduisent à un développement tissulaire plus robuste. Vous verrez que vos plantes ne se contentent plus de filer vers le haut, mais qu'elles gagnent en substance. En même temps, vous observerez une croissance accélérée de nouvelles feuilles. La plante dispose désormais de l'énergie et des éléments de base pour créer plus rapidement de nouvelles surfaces photosynthétiques. Bien que vous ne puissiez pas voir directement les racines, vous pouvez être sûr qu'une croissance tout aussi, sinon plus, impressionnante se produit sous terre. Ces retours visuels rapides sont incroyablement motivants et confirment que vous êtes sur la bonne voie pour cultiver des jeunes plants extrêmement sains et résilients. L'effet le plus spectaculaire de la fertilisation à la levure se produit peut-être de manière invisible sous terre, l'explosion racinaire. Pour comprendre pourquoi cela se produit, nous devons examiner de plus près le rôle des auxines, ces hormones végétales produites en grande quantité par la levure. Les auxines sont les principaux architectes du système racinaire. Lorsqu'elles sont absorbées par la plante, elles envoient un signal aux extrémités des racines. Grandir, grandir, grandir. Cela conduit non seulement à l'allongement de la racine principale, mais, plus importante encore, à la formation d'innombrables poils radiculaires et latéraux fins. Ce sont précisément ces poils radiculaires fins qui sont responsables de la majorité de l'absorption d'eau et de nutriments. Un semis doté d'un réseau dense de ces poils radiculaires peut exploiter le substrat beaucoup plus efficacement qu'un semis n'ayant que quelques racines principales épaisses. La solution de levure agit ici comme un catalyseur, encourageant la plante à constituer un volume racinaire maximal en un temps record. Si vous retirez délicatement de son pot l'un de vos semis ainsi fertilisés après quelques semaines, vous verrez et sentirez la différence. Au lieu d'une terre meuble, tout le contenu du pot sera maintenu par un tapis blanc et dense de racines. La motte sera ferme et compacte. Ce système racinaire massif est la meilleure assurance vie pour la plante. Il la rend non seulement plus résistante au stress hydrique, mais garantit également qu'elle puisse s'établir immédiatement après le repiquage en extérieur et continuer à croître sans délai. Discutons maintenant de certaines des erreurs les plus courantes pour garantir votre succès. L'erreur numéro 1, que nous avons brièvement abordée, est de fertiliser au mauvais moment,
à savoir trop tôt. Nous ne saurions trop insister sur ce point, car c'est la cause la plus fréquente d'échecs dans la culture des semis. Examinons à nouveau en détail les conséquences négatives. Si vous fertilisez avant que les cotylédons n'aient rempli leur fonction de réserve nutritive et que les premières vraies feuilles soient présentes, voici ce qui se passe. Les racines encore minuscules et immatures sont confrontées à une solution nutritive qu'elles ne peuvent pas transformer. Les sels contenus dans l'engrais, même organique, modifient la composition chimique du sol autour de la racine. Cela conduit à un déséquilibre osmotique. Au lieu que la racine n'absorbe l'eau du sol, il peut arriver que le sol retire l'eau de la racine pour égaliser la concentration en sel. La racine se dessèche, pour ainsi dire, même si elle se trouve dans un sol humide. Les symptômes sont souvent paradoxaux. Le semis commence à flétrir et le jardinier pense qu'il manque d'eau et arrose encore plus, ce qui aggrave la situation. Souvent, on observe aussi une sorte de brûlure sur les bords des cotylédons. Dans le pire des cas, le système racinaire meurt complètement et le semis s'effondre sans pouvoir être sauvé. Alors, retenez la règle d'or. La patience est le meilleur engrais pour les très jeunes semis. Attendez toujours la première paire de vraies feuilles. C'est le signal de départ indéniable de la nature. La deuxième erreur majeure, qui peut anéantir le succès même avec un timing correct, est d'utiliser la mauvaise concentration. L'idée que plus c'est mieux est catastrophique lors de la fertilisation des semis. Même notre solution naturelle à la levure peut causer des dommages si la concentration est trop élevée. Que se passe-t-il exactement si la solution est trop forte? Nous avons déjà parlé des effets osmotiques et des brûlures racinaires, mais il y a d'autres conséquences négatives. Une concentration trop élevée de micro-organismes peut faire basculer complètement l'équilibre microbien dans le petit volume du pot. Cela peut entraîner des processus de putréfaction et un manque d'oxygène dans la zone racinaire, étouffant les racines. Les symptômes visibles d'une surfertilisation sur la plante sont divers. Vous pouvez remarquer un jaunissement des feuilles inférieures, car la plante essaie d'y déplacer l'excès de nutriments. Parfois, les bords des feuilles s'enroulent vers le haut ou vers le bas, ou présentent des pointes brunes et sèches. La croissance stagne soudainement, alors que vous vouliez le contraire. Une couche cristalline blanche de dépôt de sel peut se former à la surface du sol. Si vous commettez cette erreur, une action rapide est requise. Le seul moyen de sauver la plante est de rincer abondamment le pot à l'eau claire et tiède. Placez le pot dans l'évier et faites couler lentement une grande quantité d'eau à travers lui pour rincer l'excès de nutriments et de sel du substrat. Ensuite, laissez le pot bien s'égoutter et ne fertilisez plus sous aucun prétexte pendant les prochaines semaines. Par conséquent, respectez strictement le rapport de mélange recommandé de 1:5. Toutes les plantes ne sont pas égales, et cela s'applique également à leurs besoins en nutriments au stade de semis. Ajustons la recette pour certains des légumes les plus populaires, en commençant par les plantes dites gourmandes de la famille des solanacées, tomates, poivrons et aubergines. Ces plantes sont de véritables gloutonnes et, une fois établies, nécessitent beaucoup de nutriments pour pousser vigoureusement et porter plus tard de nombreux fruits. Même au stade de semis, elles apprécient une bonne nutrition. Mais il faut tout de même rester prudent. Pour ce groupe, après les 2 ou 3 premières applications au rapport de mélange standard de 1:5, vous pouvez légèrement augmenter la concentration. Un rapport de 1:4 est souvent idéal ici, une fois que les semis ont 4 ou 5 vraies feuilles et ont l'air robustes. Les tomates bénéficient particulièrement du potassium contenu dans l'engrais à la levure, ce qui est important pour la stabilité de la tige et, plus tard, pour la qualité des fruits. Les poivrons et les piments adorent les vitamines B, qui les aident à mieux supporter le stress, par exemple dû aux variations de température sur le rebord de la fenêtre. Une petite astuce pour cette famille de plantes consiste à ajouter une minuscule pincée de sel d'Epsom
sulfate de magnésium, à la solution de levure après la fermentation. Le magnésium est un élément central de la chlorophylle, et les solanacées en ont un besoin légèrement accru, mais vraiment juste une pincée par litre de solution diluée pour éviter le surdosage. Ce petit ajustement peut conduire à un verre encore plus riche et à une croissance plus vigoureuse. Tournons-nous maintenant vers un autre groupe de plantes important, les cucurbitacées, également connus sous le nom de courges, ainsi que les brassicacées, les choux. Les cucurbitacées comprennent les concombres, les courgettes, les citrouilles et les melons. Ces plantes sont connues pour leur croissance extrêmement rapide et ont un besoin élevé en eau et en nutriments dès le départ. Cependant, elles ont aussi un système racinaire très délicat qui réagit rapidement aux fortes concentrations de sel. Par conséquent, pour ce groupe, vous devez absolument vous en tenir au rapport de mélange de 1,5 et ne jamais l'augmenter. En raison de leur croissance rapide, vous pouvez toutefois fertiliser un peu plus fréquemment, par exemple tous les 7 à 10 jours, au lieu de 14. Observez attentivement les plantes. Les grandes feuilles des concombres et des courgettes indiquent rapidement une carence en s'éclaircissant. Le deuxième groupe est celui des brassicacées, qui comprend tous les types de choux, le brocoli, le chou-fleur, ainsi que les radis. Ces plantes sont des consommatrices plus modérées et préfèrent un apport nutritif constant mais pas trop fort. Pour elles, la recette standard, avec une application tous les 14 jours, est absolument parfaite. Elles bénéficient énormément des micro-organismes de la solution de levure, car ceux-ci aident à libérer les nutriments liés au sol, comme le soufre, qui est important pour la saveur typique du chou. Pour ces deux groupes, il est particulièrement important d'assurer un bon drainage dans les pots, car ils sont très sensibles à la pourriture des racines due à l'excès d'eau. Il est absolument crucial de comprendre que même le meilleur engrais au monde ne peut faire de miracle si un autre facteur de croissance fondamentale fait défaut. La lumière. L'engrais et la lumière sont inextricablement liés. Les nutriments que nous donnons à la plante sont les briques de construction. La lumière est l'énergie nécessaire pour transformer ces briques en croissance. Ce processus s'appelle la photosynthèse. Si vous donnez à vos semis notre puissant booster à la levure, mais qu'ils sont placés devant une fenêtre sombre, orientée au nord, il se produit quelque chose de contre-productif. La plante dispose désormais de toutes ses briques et veut pousser, mais elle n'a pas assez d'énergie, lumière, pour le faire de manière saine et compacte. Le résultat est l'étiolement susmentionné. La plante investit toute son énergie dans une croissance verticale désespérée pour atteindre la lumière. Les tiges deviennent extrêmement longues, fines, pâles et instables. Les espaces entre les feuilles, les entrenœuds, deviennent anormalement grands. Une telle plante est extrêmement sensible aux maladies et aura plus tard peu de chance dans le jardin. Veillez donc à ce que vos semis fertilisés bénéficient de l'endroit le plus lumineux dont vous disposez. Une fenêtre orientée au sud est idéale. Si cela ne suffit pas, investir dans une bonne lampe de croissance est la meilleure décision que vous puissiez prendre pour votre culture. Seule la combinaison d'une nutrition optimale et d'une lumière optimale conduit au semis épais, compact et vigoureux que nous désirons. En plus des nutriments et de la lumière, il existe deux autres facteurs environnementaux souvent négligés qui influencent considérablement le succès de votre culture: la température et la circulation de l'air. La température a un impact direct sur le taux métabolique de la plante. À des températures optimales, qui se situent pour la plupart des semis de légumes entre 18 et 22 degrés Celsius, tous les processus comme la photosynthèse et l'absorption des nutriments se déroulent le plus efficacement possible. S'il fait trop froid, le métabolisme ralentit et la plante ne peut pas traiter correctement les nutriments de l'engrais, même s'ils sont présents. S'il fait trop chaud, la plante peut subir un stress thermique qui inhibe également la croissance. La fertilisation à la levure fonctionne mieux
lorsque la température du sol est agréablement chaude, car les micro-organismes du sol sont alors plus actifs. La circulation de l'air est tout aussi importante. Un air stagnant et humide est un terrain fertile pour les maladies fongiques. Si vous cultivez vos semis dans une mini-serre fermée, il est essentiel de l'aérer quotidiennement pendant au moins 1 heure. Un léger mouvement d'air, créé par une fenêtre légèrement entr'ouverte ou un petit ventilateur qui n'est pas directement dirigé vers les plantes, présente un autre avantage. La légère brise encourage les semis à faire des mouvements subtils. Cela simule le vent dans la nature et signale à la plante de construire une tige plus épaisse et plus stable pour tenir bon. La combinaison d'une fertilisation adéquate, de la lumière, de la température et du mouvement de l'air crée un écosystème parfait pour une croissance maximale. Notre booster à la levure est une fantastique aide au démarrage, une sorte de tonique pour la phase juvénile de vos plantes. Cependant, il est important de comprendre qu'il s'agit d'une nourriture spécialisée pour les semis. À mesure que les plantes grandissent et se préparent pour le repiquage en extérieur, leurs besoins changent. Elles se nécessitent alors une source de nutriments plus équilibrée et durable. C'est pourquoi nous devons développer une stratégie à long terme et sevrer lentement les semis de notre booster. Environ 2 à 3 semaines avant la date de repiquage prévue, vous devriez réduire la fréquence de fertilisation à la levure et commencer à introduire un engrais liquide organique plus équilibré, contenant peut-être un peu plus de potassium pour préparer les plantes aux rigueurs de la vie en extérieur. Par exemple, vous pouvez alterner entre l'utilisation de la solution de levure et un engrais organique dilué pour légumes. Au cours de la dernière semaine avant le repiquage, vous devriez arrêter complètement de fertiliser. Cela fait partie du processus d'endurcissement. La plante doit apprendre à se débrouiller avec un peu moins de luxe, ce qui la rend plus robuste. L'engrais à la levure a rempli son objectif principal. Il a créé un système racinaire massif et une base solide. Il est maintenant temps de préparer la plante pour sa prochaine étape de vie en tant que fournisseur de légumes productifs au jardin. Cette transition douce de la nutrition est la clé d'un établissement sans faille dans le potager. Une question pratique qui revient souvent est: puis-je préparer une plus grande quantité de cet engrais à l'avance et la conserver? La réponse est un oui et non clair, et il est important d'en comprendre les raisons. La solution de levure a une efficacité maximale dans les heures qui suivent directement l'activation, lorsque la fermentation est à son apogée et que la concentration d'hormones et de vitamines est la plus élevée. C'est un produit vivant. Si vous conservez la solution mère concentrée préparée dans un récipient fermé au réfrigérateur, vous pouvez ralentir le processus de fermentation et conserver la solution pendant environ 1 semaine. Avant la prochaine utilisation, vous devrez la sortir du réfrigérateur, la laisser revenir à température ambiante et bien l'agiter pour réactiver les micro-organismes. Notez toutefois que l'efficacité diminue légèrement avec chaque jour de conservation. Il est donc toujours préférable de préparer la solution fraîchement chaque fois que vous en avez besoin. L'effort est minime. Ce que vous ne devez absolument pas faire, c'est conserver la solution déjà diluée. Sous sa forme diluée et à température ambiante, des bactéries et des moisissures indésirables peuvent rapidement s'installer, ce qui pourrait nuire à vos plantes. La règle est donc la suivante. Ne mélangez que la quantité de solution diluée que vous utiliserez en une journée. La solution mère concentrée peut être réfrigérée pendant quelques jours en cas de besoin, mais la fraîcheur reste imbattable. Cette approche garantit que vos semis reçoivent toujours la dose complète de la force vive de la levure. Résumons donc à nouveau les points les plus importants. Nous avons appris que la clé pour obtenir des semis épais et vigoureux ne réside pas dans des engrais spécialisés coûteux, mais dans un ingrédient simple de notre cuisine, la levure. Nous savons maintenant que le moment idéal pour commencer la fertilisation est après le développement de la première paire de vraies feuilles. Nous avons appris la recette simple.
10 grammes de levure et une cuillère de sucre dans un litre d'eau tiède, laissée à fermenter pendant quelques heures. Et nous connaissons la règle de dilution cruciale de 1 pour 5 pour protéger les racines délicates. L'arrosage par le bas favorise un système racinaire profond et prévient les maladies. Le résultat de cette méthode n'est pas seulement théorique, c'est une transformation visible. Vous ferez l'expérience de plantes plus robustes, d'un verre plus riche et, ce qui est le plus important, d'une véritable explosion de la croissance des racines. C'est la base pour des plantes saines et productives au jardin. Vous donnez à vos plantes le meilleur départ possible dans la vie, et cela d'une manière totalement organique et durable. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si cette histoire a changé votre perspective sur les petites merveilles de votre jardin, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à mettre un j'aime à cette vidéo. Nous creusons profondément dans l'histoire et les secrets de la nature qui restent souvent cachés. Plantons ensemble un avenir vert. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt ouvert pour vous.